Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy, secrétaire général et porte-parole de l'UDI. Pour vous interroger cette semaine, Monsieur Lagarde, Laurent Boissieu pour le journal La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazneau pour RCF. Les députés ont adopté mardi le texte sur le mariage pour tous, après 6 mois de tensions, de débats houleux, de manifestations sous haute tension. Personnellement, vous avez voté pour ce texte, vous allez nous dire pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, de façon générale, vous pensez qu'il faut tourner la page, que c'est fini ? Par définition, la page est tournée, une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé, mais je pense que le sujet, en réalité, ne se pose pas. Le Conseil constitutionnel a déjà jugé, il y a quelques mois, que les lois simples pouvaient modifier les règles du mariage. Bien sûr que la page est tournée quand la loi est votée. Après, le débat peut se poursuivre dans la société, mais quand la loi est votée, elle est la loi de tout le monde. Pour ceux à qui elle plaît, comme pour ceux à qui elle ne plaît pas. Je pense d'ailleurs que les Français, y compris ceux qui ont le plus participé à ce débat, qui se sont le plus impliqués dans le débat, sont suffisamment sages et suffisamment habitués au fonctionnement démocratique pour l'essentiel, pour comprendre. Est-ce que ce débat a été bien mené ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a donné lieu d'abord, de la part du gouvernement, à la volonté d'en faire un étendard. Et je pense que ça n'était pas l'objet d'un étendard, mais ça devait être une discussion. D'ailleurs, si on regarde les positions de départ, prenez la position de Nicolas Sarkozy il y a quelques mois. Il était pour ? Non. Nicolas Sarkozy disait « Nous devons accorder aux couples homosexuels l'intégralité des droits qu'on donne au mariage. La seule chose, c'est la cérémonie en mairie qu'on n'acceptait pas, qu'il n'acceptait pas. » Moi, j'ai considéré qu'à partir du moment où on donnait les mêmes droits et les mêmes devoirs, il n'y avait pas de raison de faire une distinction dans la cérémonie. La cérémonie à la mairie, c'est pas du sacré, ou alors c'est du sacré républicain, c'est donc du sacré laïque. Je serais plus surpris et plus choqué que des religions le fassent. Mais la République, elle ne fonctionne pas en fonction de ces valeurs-là. Et finalement, on a, au fur et à mesure, dévoyé le débat. D'abord parce qu'une partie de la gauche a voulu intégrer dans ce texte la PMA. Souvenez-vous-en, moi j'avais alerté dès le départ, j'ai pris cette position il y a des années, elle n'est pas nouvelle, que je voterais contre le texte si on y intégrait la PMA. C'était Bruno Le Roux, très exactement, qui avait introduit cette idée. Les députés socialistes, qui pour une part significative d'entre eux, je crois une centaine, souhaitaient que ce soit intégré dans le projet de loi. Et à partir de là, comment dirais-je, on a commencé à déraper, entre guillemets, et à laisser l'idée, à laquelle je ne crois pas, que ce serait un cheval de Troie. Parce que pour moi, il y a deux sujets. Il y a celui qui relève du Code civil, c'était le mariage et l'adoption. L'adoption, disons les choses, la loi nouvelle est plus symbolique que réelle, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas, ou quasiment pas d'enfants qu'il sera possible d'adopter. À l'inverse, dès lors qu'on est sur la procréation médicalement assistée, voire pire sur la GPA, on parle de toute autre chose. Ça n'est d'ailleurs plus dans le Code civil, mais dans le Code de la santé publique. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Vous savez très bien que c'est l'étape suivante. Non, pas du tout. C'est peut-être une thèse des opposants, mais je pense que ce n'est pas l'étape suivante. Et je n'ai jamais participé de l'idée que quand un problème se posait, on devait tout prendre ou rien prendre. On peut parfaitement accepter ce qui relève, en l'occurrence, de l'égalité de droit reconnue à l'époque par l'ensemble de la droite, derrière Nicolas Sarkozy, et du symbole qui est la reconnaissance de la République en mairie, et refuser quelque chose qui relève totalement d'un autre champ. Je vous prends l'exemple d'ailleurs. Aujourd'hui, les couples hétérosexuels n'ont pas le droit à la PMA. Ils n'ont pas le droit à la PMA. Il n'y a que si vous avez une impossibilité médicale que vous avez le droit d'y recourir. Et si le président de la République voulait ouvrir ce débat, il ouvrirait bien d'autres débats qui n'ont rien à voir. D'abord, l'égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels à nouveau. Ensuite, le choix du géniteur. Enfin, par exemple, la capacité pour un couple de décider de porter le nom de tel ou tel. Enfin, ça serait un tout autre débat. Et pour ce qui concerne l'UDI, et là, cette fois-ci d'ailleurs de façon unanime, même si sur ces questions-là, nous tenons à la liberté de conscience, à la liberté de vote, l'intégralité, Jean-Louis Borloo l'a dit il y a déjà 2 jours, l'intégralité de nos parlementaires demande au président de la République, après un débat qui a été mal engagé, mal conduit, qui a conduit à beaucoup d'excès condamnables de part et d'autre, que le président de la République en reste là. Pendant sa campagne présidentielle, il avait annoncé ce qu'il ferait. Les gens qui ont voté pour lui savaient ce qu'il ferait. En revanche, sur la PMA, il n'en a jamais parlé. Il s'était même engagé auprès d'associations. Mais vous êtes attaché à l'égalité.
Non, monsieur, ça n'est Une pas remarque de Louis Pour moi, Dauphin. ce n'est pas une question Les d'égalité. revendications sur l'égalité vont jusqu'à obtenir un mode de reproduction équivalent pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, c'est-à-dire PMA, GPA. Mais Donc je le suis mariage désolé, est monsieur. la porte ouverte, simplement. Je suis désolé, Ça, monsieur. vous ne pouvez pas le contester, puisque c'est même la revendication mais bien sûr que principale je le de ceux conteste. qui Et veulent le alors, projet. c'est pas parce qu'une revendication existe qu'on doit y faire droit. Moi, je pars du principe simple que l'institution du mariage, qui protège, en l'occurrence, les couples, qui donne des droits, qui donne des devoirs, et qui, grosso modo, l'autre proposition en face, c'est de faire un Pacs renforcé, qui donne tous les droits et les devoirs du mariage, mais pas la cérémonie devant le maire. Au nom de quoi, monsieur ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi on refuse le passage devant le maire ? C'est ça mon raisonnement. À l'inverse, je répète, que la PMA aujourd'hui n'est pas une facilité sociale pour avoir des enfants. C'est surmonter un empêchement médical. Deux femmes. Aujourd'hui. Pardon. C'est pour ça que ça s'appelle l'AMP, l'aide médicale à la procréation, non pas la PMA. Dans le code de C'est une remarque de Laurent Boissieu. C'est exact. Poussons le raisonnement. Deux femmes qui n'ont aucun empêchement physique, médical d'avoir des enfants, ne peuvent pas en avoir ensemble. Mais si elles souhaitent en avoir autrement, et il y a aujourd'hui des couples de femmes qui ont fait des enfants via des voies naturelles, elles ont parfaitement la possibilité d'en avoir. Et nous n'avons pas à leur donner une facilité sociale qui est liée à un choix qui leur est personnel. Je ne vois pas au nom de quoi ce serait automatique. Je vous ferai remarquer que par définition, deux femmes qui veulent avoir un enfant vont avoir besoin des gamètes d'un homme. Et donc, il n'y a aucune raison médicale, c'est juste à ce moment-là une facilité sociale. C'est pour ça qu'on change de débat. Et je pense que le débat a été perverti et qu'on n'a pas montré les implications. Et qui plus est, si on introduisait la PMA pour suivre votre raisonnement, évidemment que deux hommes à ce moment-là vont demander la GPA. Et on légaliserait à ce moment-là la marchandisation du corps humain. Et évidemment au détriment des plus pauvres, en faveur des plus riches. Jean-Christophe Lagarde, est-ce qu'il ne valait pas mieux retoquer le projet au nom du principe de précaution ? Eh bien, je ne pense pas. Vous êtes en deçà de toutes les craintes que vous venez de mentionner. Je ne pense pas, parce que le principe de précaution que vous êtes... D'abord, c'est pas du tout ça le principe de précaution, mais passons. Le principe de précaution que vous êtes en train d'arguer, en réalité, reviendrait à dire, à chaque fois qu'on a un problème, parce qu'on aurait la crainte que plus tard, peut-être un jour, si jamais il se produisait quelque chose, on refuse tout. Ça ferait une difficile évolution de la société sur tous les sujets. Alors, une question de Romain Mazneau pour RCF. Le collectif La Manif pour tous envisage de présenter des candidats aux municipales dans certaines villes l'an prochain. Est-ce que, selon vous, on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle force politique à droite ? Est-ce qu'elle peut être absorbée par l'UMP ? Est-ce que vous pouvez travailler vous-même avec eux ? Voilà. Quel regard vous portez sur ce mouvement impressionnant ? S'ils veulent présenter les candidats aux élections municipales, c'est leur droit le plus strict. Est-ce que c'est un mouvement important qui est pour vous révélateur d'une droite qui s'investit sur les valeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une politisation de ce mouvement ? On l'a bien vu ces derniers temps. Politisation, à l'évidence. Si la question est-ce que ça va se transformer en mouvement politique, je ne le crois pas. Parce que ce serait un mouvement politique quasi monothémique, qui fonctionnerait sur un seul thème, pas seulement le mariage et la famille. On a bien vu que ça s'élargissait, que les revendications, les slogans dans les manifestations s'élargissaient. Pardon de vous dire que quand on se présente à des élections municipales, on a aussi d'autres choses à gérer que les thèmes qui les ont rassemblés. Et puis surtout, parce qu'à l'intérieur du mouvement, des manifestations, des réunions, des débats, il y a des gens très différents. Vous avez d'abord des gens dont je crois, moi, qui sont en réalité tolérants, mais dont ça heurtait les convictions profondes et qui se disaient « je souhaite que la société n'évolue pas là-dedans ». Ceux-là vont respecter la loi parce qu'ils accepteront le fonctionnement normal des institutions. Vous avez des gens qui, pour une part non négligeable, se trouvent proches de l'extrême droite et qui ont plutôt rejoint, entre guillemets, le mouvement en cours de route, pas sur ordre de leur parti, puisque l'extrême droite a essayé de se tenir à distance. Et puis, parmi eux, vous avez aussi les militants politiques. Et puis, dernière partie, je souhaite qu'on les distingue, parce que les premiers sont ceux avec qui on peut continuer à discuter, y compris d'autres projets. Le dernier mouvement, c'est les violences qui ont eu lieu ces dernières semaines, ou les pressions, qui de mon point de vue ne sont pas acceptables. Et là, on est hors du champ, et je ne pense pas que ce soit le cœur des manifs pour tous. Est-ce que vous n'êtes pas tous ensemble ? Laurent de Boissieu pour la Croix. Ça vous a choqué de voir derrière la même banderole des parlementaires UMP, peut-être UDI, parce que Jean-Christophe Fromentin, qui était votre porte-parole sur le texte et contre le texte à l'Assemblée, était très impliqué dans le mouvement contre le projet de loi. Est-ce que ça vous a choqué de voir des parlementaires de droite derrière la même banderole que des parlementaires ou que des élus Front National ? Oui, enfin, c'est pas pour moi comme ça que le problème se pose. Ils vont à une manifestation, ils sont, je crois, à la 5e, à la 6e manifestation, et M. Collard se pointe pour les piéger politiquement, entre guillemets.
Est-ce qu'il fallait qu'il parte parce que M. Collard arrivait? Est-ce qu'à chaque fois qu'on va tenir un meeting, si un responsable du Front National rentre dans la salle, on doit tous déguerpir? M. Collard avait prévenu de sa participation. Oui, c'est un acte fondateur, a dit Harlem Désir. Oui, Harlem Désir, alors là, pour le compte, il prend ses désirs pour ses réalités. Pour ce qui concerne l'UDI, les choses sont simples. Nous n'avons strictement rien à voir avec les gens du Front National et avec les gens de l'extrême droite. Sur ce sujet, comme sur les autres. D'ailleurs, l'expression du groupe UDI à l'Assemblée nationale par Jean-Christophe Fromentin n'a jamais été marquée ni d'homophobie, ni d'intolérance, ni d'excessif dans ses propos, en tout cas je le crois. Et comment dirais-je, le piège, entre guillemets, tendu par l'extrême droite, c'est de se rendre acceptable et de se faire accepter. C'est vrai qu'il y a peut-être une partie de la droite qui serait prête à l'accepter, nous non. Mais nous, justement, au-delà de l'UMP est votre partenaire dans les différentes majorités municipales, puisque les municipales qui vont arriver en 2014, en mars 2014. Est-ce que vous craignez qu'une partie de l'UMP, finalement, ait plus envie de travailler avec le Front National qu'avec vous? Laurent de Boissieu, là encore, je ne poserai pas le problème de cette façon-là, mais ma réponse va être simple et directe. Dans les élections municipales, dans la plupart des cas, nous ferons sans doute liste commune avec l'UMP pour engager une reconquête territoriale qui est nécessaire dans notre pays. Si, dans une ville ou dans une autre, des élus, des candidats du Front National souhaitent s'ouvrir à des alliances avec l'extrême droite, non seulement nous n'en serons pas partis, mais nous les combattrons. Et si c'est des municipalités qui se mettent en place ainsi, nous serons dans l'opposition. Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent aujourd'hui, si on revient au pouvoir, on défera le mariage pour tous? Je dis pipeau. Pipeau, et je crois qu'Henri Guénaud, qui est quelqu'un de sérieux, a commencé à dire « n'allons pas raconter des histoires aux Français ». Ça fait partie de ces lois qui, ouvrant un certain nombre de droits, créent des situations de faits juridiques, les mariages qui vont avoir lieu, les éventuelles adoptions, mais en tout état de cause, les filiations possibles. Vous ne pouvez pas les dissoudre dans 4 ans ou dans 5 ans rétroactivement. Voilà la réalité. Alors, comment dirais-je? Je pense que la seule évolution possible pour ceux qui y sont hostiles, c'est d'ouvrir la possibilité d'un pacte civil qui aurait même valeur, voilà, qui aurait même droit. Mais vous ne dissoudrez pas ni le mariage ouvert désormais, ni les mariages qui auront eu lieu d'ici là. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. J'aimerais comprendre ce qui vous anime du point de vue du fond des principes. Quand on voit que Jean-Pierre Chevènement, par exemple, s'est opposé au texte au nom de la lutte contre une forme d'individualisme. Il estime que c'est finalement un texte porteur d'hyper-individualisme, de caprice libéral quasiment. Vous, lui est hostile et vous, vous êtes favorable. Alors, comment comprendre votre positionnement à la lumière du clivage gauche-droite? Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Mais parce que je pense que vous êtes libéral, vous êtes... pourtant, vous êtes au centre, mais où? Je vous prie de m'en excuser, justement, c'est que je considère que tout ne se réduit pas au clivage gauche-droite. C'est peut-être pour ça que je suis centriste et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez entendre. La réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a de libéral ou de caprice dans le fait que 2 personnes souhaitent fonder un couple et une famille ensemble et souhaitent que ce couple soit reconnu à l'instar de tous les autres. Je ne vois pas de caprice. Je vois en l'occurrence des gens qui sont parfaitement capables de vivre ensemble, de respecter les droits et les devoirs auxquels nous n'accordions pas les mêmes droits et devoirs. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas au nom de quoi la République jugeait en réalité de quoi? De la sexualité des gens. Quand vous refusez, je parle du mariage, quand vous refusez le mariage à 2 hommes ou à 2 femmes qui fondent famille ensemble, que vous reconnaissez par ailleurs dans la loi, dont on a dépénalisé l'existence il y a quelques années, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Et si c'est autorisé, pourquoi leur refuser exactement ce qu'on accorde aux autres pour juger leur sexualité? Mais entre adultes consentants... Là, vous reprenez tout le discours de l'hétéronormativité. Entre adultes consentants, monsieur, la loi interdit quelque chose, la République interdit quelque chose, les religions, c'est autre chose. Mais ce ne sont pas les religions qui font la loi. Donc on peut tout faire, en fait, si je consens à le faire? Pas du tout. En termes de sexualité, je ne vois pas au nom de quoi la loi de la République, depuis que l'homosexualité n'est plus un délit, et ça fait quelques années maintenant, je ne vois pas au nom de quoi vous pénalisez les uns en fonction de leur orientation sexuelle. Si vous m'expliquez au nom de quoi, de quel principe... Non, vous êtes dans l'hétéronormativité. À ce moment-là, je l'entendrai. À ce moment-là, je l'entendrai. Au nom de quel principe, monsieur? Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Il y a une question qui se pose, ce qu'on a appelé la circulaire Taubira, c'est-à-dire des parents homosexuels qui vont se faire un enfant à l'étranger et qui reviennent, notamment une chasse par une gestation pour autrui, qui reviennent avec un enfant.
La question est très claire. Il y a l'intérêt de l'enfant qui voudrait qu'on reconnaisse en effet que cet enfant a des parents, qui l'élèvent. Mais il y a aussi la question de ne pas inciter les couples à contourner la loi française à l'étranger. Et quelle serait la réponse pour vous la plus humaine à apporter? Un correctif d'abord, ce n'est pas les couples homosexuels. Ce sont aussi les couples hétérosexuels. De mémoire, je crois que c'est 38 ou 44 cas. Bref, une quarantaine de cas déjà existants. Je pense que la circulaire Taubira, elle est juste juridiquement, puisqu'elle rappelle au procureur que ce n'est pas parce que ces enfants ont été conçus hors la loi qu'on doit leur refuser la délivrance d'un certificat de nationalité. Mais j'ai été frappé, parce que moi je suis allé chercher la circulaire, et j'ai cherché à comprendre. J'ai été frappé par, là aussi, la faiblesse et comment dirais-je, l'incohérence de la réponse du gouvernement, parce que cette réponse ne suffit pas. D'abord, Mme Taubira, dans sa circulaire, ne rappelle pas aux procureurs qu'ils doivent, certes, délivrer le certificat de nationalité, mais poursuivre les auteurs du délit en question. Deuxièmement, elle ne s'est pas penchée sur les peines du délit, et je souhaite qu'on puisse les modifier. Songez que c'est 6 mois de prison avec sursis, je crois, et 6 mois de prison maximum, donc en réalité avec sursis, et 7 500 € d'amende ou quelque chose comme ça. Je suis pour qu'on aille à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, parce que c'est un crime grave, attentatoire à la dignité humaine. Et puis, moi j'irai plus loin, je parle au nom personnel et pas au nom de l'UDI. Quel est le sujet? Le couple ou la personne seule qui a recours à l'étranger, à une femme, pour faire un enfant, pour le ramener en France, quel est son projet? Là, pour le compte, un désir totalement libéral et individuel, de vouloir juste un enfant pour lui. Et donc, l'objet du délit et la victime du délit en même temps, c'est l'enfant. Moi, je suis pour qu'on change le code de nationalité, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ça donne le droit à l'enfant, parce qu'il a un père, ou une mère, le cas échéant, mais il a un père français, ça lui donne le droit d'être français et donc de revenir en France. Eh bien, des enfants conçus dans ces conditions-là, de mon point de vue, ne doivent pas pouvoir acquérir la nationalité française, ce qui veut dire que ceux qui voudraient avoir des enfants dans ces conditions-là savent qu'ils ne pourront pas récupérer l'enfant. Je pense que c'est la meilleure méthode dissuasive, plus encore que la peine de prison, et que la mère, la malheureuse, pauvre, en général payée, qui se trouve dans l'autre pays et qui saurait que cet enfant ne peut pas partir en France, aurait à l'assumer. Je pense que c'est la meilleure façon. Pour la quarantaine de cas, il faut évidemment faire preuve d'humanité, mais je considère que le gouvernement aurait pour responsabilité de faire une loi qui alourdisse les sanctions pénales et qui modifie le code de la nationalité pour dissuader totalement ce genre d'exercice. Pour les cas existants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 40 enfants? Non, mais c'est la question que je vous pose. Bah, écoutez, vous 40 enfants, la France n'en mourra pas, mais il faut arrêter ça. Et arrêter ça, ça nécessite de changer la loi. La circulaire de Mme Taubira ne l'a même pas envisagée. Et dans ses réponses, elle ne l'a jamais envisagée. On reconnaît les enfants existants. Pardon? Si je vous suis, on reconnaît les enfants existants. On reconnaît les enfants existants et je suis en train de préparer une proposition de loi pour le compte qui permette à la fois d'alourdir les sanctions pénales et de modifier le code de la nationalité pour empêcher que ces enfants-là aient droit de revenir en France. Du coup, celui qui veut aller procréer à l'extérieur, se servir du corps d'une femme pour revenir avec l'enfant, saura qu'il ne peut pas revenir avec l'enfant. Ces dernières semaines, on a vu apparaître de nombreux cas d'homophobie qu'on avait un peu oubliés. Est-ce que ce débat a fait ressurgir des relents qui avaient disparu ces dernières années? Je pense que dire le contraire serait se moquer du monde, évidemment. Et qui est responsable? Évidemment. D'abord, il y a eu quand même à l'Assemblée nationale un certain nombre d'excès, me semble-t-il, dans la rue aussi. De la part de qui à l'Assemblée nationale, les excès? Je ne vais pas citer de nom, vous avez vu. Mais de la part de députés de la majorité ou de l'opposition? Des deux, parce que je pense qu'il y a eu de la provocation du côté de la majorité et des réactions... très franchement, quand on voit ce qui s'est passé jeudi soir à l'Assemblée nationale, moi quand je me suis réveillé, je n'y étais pas, mais quand je me suis réveillé le vendredi matin que j'ai appris ça, j'ai eu honte. On peut rappeler pour les auditeurs et téléspectateurs que trois députés UMP ont été sanctionnés. Oui, enfin c'est surtout que... Les huissiers ont été obligés de s'interposer. Cette espèce de bagarre, comme dans un parlement d'un pays sous-développé, s'il y a bien un endroit qui doit être le détendeur de la démocratie, on peut dire des choses dures, on peut dire des choses crues, on peut se reprocher des choses. Mais à minima, savoir se comporter de façon civile et démocratique est la moindre des choses. Donc je pense en l'occurrence que, comment dirais-je, les débordements ont été, les provocations d'un côté, débordements de l'autre, ont attisé effectivement l'homophobie. Et dernière chose, le gouvernement, en accélérant le calendrier, a ajouté à la provocation, entre guillemets. Alors il a voulu se débarrasser vite d'un problème, mais forcément, les gens qui étaient le plus hostiles, qui étaient le plus tendus contre ce projet, se sont sentis encore plus brutalisés. Et dans un pays comme le nôtre, où le président de la République a trahi un à un tous ses engagements,
où il fait la politique exactement contraire de celle pour laquelle il a été élu, et contraire de celle qu'il faudrait pour la France. La désillusion, la déception et la désespérance deviennent si fortes que sur ce point-là et sur un autre sujet dans quelques semaines, peu importe le sujet, la tension devient si grande que la violence n'est pas loin. Vous, ce débat sur le mariage pour tous va laisser durablement des traces sur le plan politique ? Pour une partie des électeurs, oui. En réalité, dans la société française, je ne le pense pas. À l'inverse, ce qui nous fait peur, c'est cette espèce de tension permanente que j'étais en train d'évoquer et qui fait que sur n'importe quel sujet, demandez aux analystes d'opinion. Vous verrez que, vous savez, dans un sondage d'opinion, il y a les plutôt contre, les très contre, pardon, les plutôt contre, les plutôt pour et les très pour. Puis habituellement, vous avez à peu près 4 quarts. Et en fait, les plutôt contre et les plutôt pour sont en train de disparaître. Sur tous les sujets, pas sur ce sujet-là. Et je pense d'ailleurs qu'une partie des manifestants était aussi dans la radicalisation contre le pouvoir. Et finalement, François Hollande, avec 75% des Français qui aujourd'hui sont à la fois déçus, mécontents et aigris de sa politique, il pourrait nous proposer le 6e mois de congé payé, personne ne le suivrait. Voilà, fin de cette première partie. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Jean-Christophe Lagarde, secrétaire général de l'UDI. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Hier, le Conseil des ministres a examiné et approuvé 3 textes sur la transparence des élus et la lutte contre la fraude fiscale. Un tournant dans nos institutions, a dit François Hollande, le chef de l'État. Ce sera oui à la déclaration de patrimoine, en dépit des réserves qui se sont exprimées notamment à gauche, du côté de Claude Barthelone, qui s'insurge contre une démocratie paparazzi. Quelle est votre position ? Moi, je suis assez proche de ce que pense Claude Barthelone. Je suis surtout triste de voir le chef de l'État incapable de gérer les problèmes économiques pour lesquels il a été élu dans notre pays, prendre la tête de la démagogie ambiante. Quel est le sujet ? Et imaginons d'ailleurs que M. Cahuzac soit toujours aujourd'hui au gouvernement et astreint à la publication de son patrimoine. Aurait-il publié son compte en Suisse ? Est-ce que ça aurait évité ce scandale ? Non. Non, en réalité. Donc le sujet, c'est le contrôle qui doit être renforcé. D'abord, dire à vos téléspectateurs, à vos auditeurs que ce contrôle existe. Aujourd'hui, dans les 2 mois suivant son élection, il y a une déclaration de patrimoine faite auprès... pas public, et l'utilité de la publicité, je viens de le démontrer avec M. Cahuzac, était absolument inexistante. Et une déclaration en fin de mandat. Et une déclaration de fin de mandat, et également un contrôle s'il apparaît, entre guillemets, et je crois qu'il y a eu une quinzaine ou une vingtaine d'élus qui ont été ainsi déférés devant le procureur de la République par une autorité qui en plus n'est pas dépendante du pouvoir politique et dont le président est le président du Conseil d'État, c'est-à-dire pas un guignol ni quelqu'un au service du pouvoir. Est-ce que cette autorité dispose de moyens de contrôle suffisants ? Sans doute non. Est-ce que le contrôle devrait être systématique et pas seulement sur l'apparence de l'évolution entre 2 patrimoines ? Sans doute non. Et donc, moi, je suis comme Claude Barthelone, comme Jean-Jacques Urvoas. Si on veut régler le problème ou si on veut traiter le problème, la question est de donner les moyens du contrôle, mais l'exhibition publique du patrimoine de Laurent Fabius ou de Madame Fournéron, je crois, ou je ne sais plus qui l'autre, quel intérêt ? Et puis allons plus loin. Si, je crois que dans le projet de loi, c'est 12 000 élus qui doivent rendre public leur patrimoine. Exactement. Si 12 000 élus rendent leur patrimoine, moi je demande à ce que tous ceux qui vont se présenter aux élections contre eux rendent aussi public leur patrimoine. Imaginez une démocratie où finalement on va débattre du patrimoine d'une personne sur 5 candidats et les 4 autres se retrouvent protégés. Mais on est ailleurs. Et puis je vais vous dire sur le fond. Qu'est-ce qu'on demande à nos ministres ? Qu'est-ce qu'on demande à nos maires, présidents de conseils généraux, présidents de conseils régionaux ? Je mets de côté les députés, parce qu'il se trouve que les députés, en plus, n'ont pas de pouvoir de décision, ils ne manipulent pas d'argent. Qu'est-ce qu'on leur demande ? D'être efficaces. On ne leur demande pas d'être pauvres ou riches. Et la richesse et la pauvreté seraient un indice d'honnêteté. Je trouve ça assez ridicule. Et franchement, je suis attristé de voir un président de la République qui prend cette croisade. Et je trouve que les parlementaires de tous bords, vous en trouvez au Parti communiste, vous en trouvez chez les socialistes, vous en trouvez à l'UDI, vous en trouvez à l'UMP, chez les Verts également, Noël Mamère par exemple, qui disent mais est-ce qu'on peut juste raison garder ? L'exhibition ne sert à rien.
le contrôle doit être renforcé. Après, il y a des mesures dans ce qu'il a proposé, y compris le parquet spécifique, etc., qui peuvent être envisagées. Question de Romain Mazneau pour RCF. Alors, comme l'UDI l'a demandé, il y aura une commission d'enquête parlementaire pour tirer au clair tout ce qui s'est passé pendant l'affaire Cahuzac au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous revendiquez pour l'UDI la présidence de cette commission? Alors, il faut bien distinguer deux choses. La première chose, c'est l'affaire judiciaire. Et là, il y a la justice, il y a encore la présomption d'innocence, je veux le réaffirmer. Mais il y a la justice qui doit faire son enquête et qui doit établir des faits. Dans quelles conditions, pourquoi, comment, d'où vient l'argent? Moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Il faut laisser la justice faire son travail. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que s'est-il passé entre le 4 décembre et la démission de Jérôme Cahuzac? Que s'est-il passé, non pas sur le plan judiciaire, mais sur le plan politique? Qu'a fait le chef de l'État? Qu'a fait le chef du gouvernement? Qu'ont fait le gouvernement? C'est difficile d'imaginer qu'il n'était pas au courant. Puisqu'il y a une commission d'enquête, vous savez, à l'UDI, on essaye d'être des gens respectueux à la fois des principes et des institutions. On va laisser la commission d'enquête travailler, mais quelles sont les questions? Quand-il fait? Et finalement, quel est le problème politique? Soit ils savaient, soit ils ne savaient pas. Ont-ils cherché à savoir? Et s'ils n'ont pas cherché à savoir, ça me paraît même pire que s'ils n'avaient pas que s'ils l'ont cherché. Mais pardon de vous dire que je ne comprends pas pourquoi Pierre Moscovici refuse de publier les lettres. Pourquoi les a-t-il données au président de la commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale? Pourquoi ne nous les donne-t-il pas? Aurait-il peur qu'on puisse juger de ce qu'il a écrit et de ce qu'il a demandé? A-t-il réellement cherché? A-t-il réellement fouillé? J'espère franchement que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur sont capables de savoir plus vite que la justice dans ces affaires-là. Parce que sinon, et c'est là où ça me paraîtrait plus grave, soit ils ont cru, les yeux dans les yeux, Jérôme Cahuzac, comme dans une cour de récréation. Je te jure sur la tête de ma mère. Mais ce n'est pas dans la responsabilité. En même temps, on sait très bien que ce n'est pas dans la responsabilité d'un chef d'État. Les officiers de la DCRI et les gens d'Ecofin sont plutôt des gens qui gardent le secret, qui ne donnent pas d'informations. Attendez, pardon. Soit ils ont cru sur parole, et ce n'est pas du niveau d'un chef d'État et d'un chef de gouvernement. Soit ils ont, au contraire, enquêté, et ils ont su plutôt, comme la rumeur le dit, mais il ne faut jamais se baser sur des rumeurs. Et la commission d'enquête, elle sert à ça? Parce que c'est la possibilité d'auditionner, y compris des gens de la DCRI, des services fiscaux, les ministres, leurs collaborateurs, pour savoir ce qui s'est passé. Dans les deux cas, je pense qu'ils portent une lourde responsabilité. Soit ils ont cherché à savoir, et je ne veux pas croire qu'ils n'aient pas su, ou alors la France n'est plus capable de se renseigner sur rien, nos services sont inexistants. Soit ils n'ont pas cherché à savoir, et c'est presque pire. Et puis je répète, pourquoi cette lettre de Pierre Moscovici, ces lettres de Pierre Moscovici ne sont pas publiques? Ça ne vous interpelle pas, vous, comme journaliste? Ça me paraîtrait plus intéressant que le patrimoine de tel ou tel ministre. Je préférerais que cette lettre soit publique pour qu'on comprenne pourquoi il n'a pas demandé à Singapour, pour qu'on comprenne pourquoi il n'a demandé que sur une période donnée, pour qu'on comprenne pourquoi il n'a demandé que sur UBS, alors que dès le 4 décembre, on ne savait pas si ce que Mediapart disait était vrai, mais les informations étaient déjà là pour être vérifiées. Donc, si Laurent Boissieu, Jean-Christophe Lagarde, dans les deux cas, il y a eu soit dysfonctionnement si les autorités compétentes n'étaient pas au courant, soit faute politique si les autorités compétentes étaient au courant et n'ont rien fait. Il y a inconscience politique s'ils n'ont pas cherché à savoir, et s'ils étaient au courant, ça veut dire qu'ils ont cherché à comprendre. Quelles sont les conséquences, dans l'une ou l'autre des hypothèses politiques, que doit en tirer le pouvoir selon vous? Vous me réinviterez et je vous donnerai les conséquences quand on saura quelles sont les responsabilités. Ça me paraît plus raisonnable et plus juste. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Romain Mazneau. Qui est le rapporteur de cette commission? C'est ce que la commission doit décider maintenant. Le principe de son adoption, de sa création, a été adopté hier. La commission en question doit se réunir. De toute façon, la règle est assez simple. Le groupe qui a demandé la création de la commission d'enquête, c'est l'UDI en l'espèce, aura ou la présidence ou le rapporteur. Bon, c'est les deux personnages principaux d'une commission pour animer cette commission, mais je crois qu'en plus, ça va se faire dans un esprit plutôt normal de commission d'enquête, où chacun va chercher à savoir. J'imagine que beaucoup de parlementaires socialistes aujourd'hui se disent qu'il n'y a rien à découvrir. Ça n'empêche pas de chercher. Et s'il n'y a rien à découvrir, tant mieux. Ça permettra de tirer les leçons de la responsabilité. Sinon, pas... Vous savez, le coup de l'enquête parallèle, c'est ridicule. C'est ridicule. Évidemment que le pouvoir, et d'ailleurs le rôle du président de la République, le rôle du Premier ministre, c'est de protéger l'État contre ce genre de choses. Et donc forcément, ils cherchent à savoir. Jean-François Copé, Jean-Louis Borloo n'exercent plus leur fonction d'avocat, de conseil. Est-ce que, quand on est député, on ne doit être que député? Alors sur le premier point, d'abord, Jean-Louis Borloo n'exerce plus depuis un moment. Donc c'est une affirmation qui en réalité ne changera pas grand-chose à ses activités. Oui, mais ça ne changera pas grand-chose à ses activités. Deuxième chose, c'est un problème extrêmement compliqué.
Le gouvernement est d'ailleurs revenu en arrière dans cette affaire. Mais bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on veut une Assemblée nationale uniquement composée d'apparatchiks? Est-ce qu'on veut une Assemblée nationale uniquement composée de gens issus de la fonction publique? Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Néanmoins, il y a des activités qui, à mon avis, doivent être interdites pendant l'exercice de la fonction de parlementaire et sans doute après. Quand M. Cahuzac, mais c'est vrai aussi dans la fonction publique, quand M. Cahuzac explique sur une autre chaîne de télévision qu'il a pu exercer un rôle prépondérant auprès d'un ministre, puis ensuite exercer le rôle inverse auprès de cabinets privés, je pense que ça n'est pas compatible. Accessoirement, ça concerne beaucoup plus la haute fonction publique que les élus. C'est la question que je vais vous poser. Alors, est-ce que c'est question si de Louis exceptionnel Dauphren. que ça? Et non, justement. On a l'air de s'étonner là depuis une dizaine de minutes de tout un système qui peut-être est effectivement extrêmement banal. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas eu de réaction de la part des hautes autorités. Ah non, monsieur, il y a deux choses différentes. Le compte en Suisse, ce n'est pas un système banal. Non, mais vous avez eu des affaires, je ne sais pas, les rétrocommissions par exemple sur les frégates de Taïwan par exemple. Non, mais Qui le ont compte en quand même Suisse, été le compte en Suisse qui ont n'est mêlé pas, quand même du personnel politique à très haut niveau. le compte en Suisse n'est pas une affaire banale. À l'inverse, le fait que, on appelle ça le pantouflage, de hauts responsables de la fonction publique partent ensuite dans le domaine de l'armement, de la pharmacie, etc., très bien payés après avoir exercé des responsabilités au titre de la puissance publique, ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait à éviter, y compris a posteriori, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est inscrit dans des mœurs politiques aujourd'hui qui font que l'affaire Cahuzac n'est pas si exceptionnelle que ça. Ça peut se changer les mœurs politiques. C'est ça que je veux dire. Alors, est-ce qu'on peut contraindre des mœurs politiques? Mais c'est pour ça que moi, je souhaite que le débat parlementaire soit libre dans cette affaire, parce qu'en plus, je pense qu'il est transpartisan. Quel est le bon équilibre? En réalité, on doit faire une autre réflexion. Le cumul des mandats, qu'on nous a d'ailleurs jeté en pâture à l'occasion de l'affaire Cahuzac, qui n'avait rien à voir avec ça, complètement stupide. Enfin, c'est la démagogie du chef de l'État. Encore que ça peut avoir. C'est la démagogie, non, en l'occurrence, c'est la démagogie du chef de l'État. Je vous prends l'exemple. On nous dit... Parlementaire, c'est un métier à plein temps. Donc, pas de mandat électif à côté. Bon, je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais dont acte, parce que vous ne retrouverez que des fonctionnaires et des apparatchiks au Parlement, et je pense que ce sera pire. Mais on nous dit également, on doit quand même pouvoir exercer une activité professionnelle à côté. Alors, attendez, si c'est à plein temps, c'est à plein temps. Vous ne pouvez pas être avocat, professeur d'université, médecin, mais vous n'aurez plus un médecin à l'Assemblée nationale. Un médecin qui passe 5 ans ou 10 ans à l'Assemblée nationale, outre le fait que s'il est libéral, il va perdre sa clientèle, s'il est hospitalier, s'il est chirurgien, il est plus capable d'opérer. Donc, quelle est la mesure et quelle est la limite? Je pense qu'elle est double. Il y a sans doute des activités professionnelles dont des règles internes et publiques au Parlement doivent dire ça, c'est pas possible. Avocat d'affaires, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'évidemment, vous défendez des intérêts importants, économiques, et en même temps, vous régulez l'économie. Avocat qui pratique les divorces, franchement, qui suit les couples en divorce, vous pensez franchement que c'est impossible de faire les deux? Je pense que c'est possible. De la même façon que quand, et c'est beaucoup le cas dans une commission de l'Assemblée nationale, quand on retrouve tous les médecins, tous les professionnels de santé dans la même commission, est-ce que réellement c'est leur rôle et c'est leur place? Il y a une règle interne et qui doit être publique, transparente celle-là, pour dire voilà, ça, on ne va pas l'accepter. Question de Laurent de Boissieu. Vous avez dit à 2 reprises au moins, pas une assemblée d'apparatchiks et de fonctionnaires. Concrètement, les fonctionnaires qui retrouvent, après un mandat parlementaire, leur poste, leur grade, leur fonction, est-ce que les fonctionnaires devraient démissionner de la fonction publique? Oui, Monsieur de Boissieu, vous m'avez connu alors que je n'avais même pas un mandat municipal. J'ai toujours dit ça. Parce qu'il y a une inégalité profonde, et ce qui représente aujourd'hui 25 à 30% de l'Assemblée, ce n'est pas le cas dans le pays, de fonctionnaires qui siègent là, il y a une inégalité. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont d'accord avec ça. Hein. Des gens comme Bruno Le Maire, des gens comme Charles de Courson, qui sortent de la haute fonction publique. Je pense que la bonne règle devrait être, non pas comme en Angleterre, vous devez démissionner avant de vous présenter, ce qui me paraît excessif. La bonne règle devrait être, vous êtes fonctionnaire, vous êtes candidat à une fonction élective importante, parmi les 12 000 dont on parle. Vous exercez un mandat. Si vous vous représentez, alors là, avant de vous représenter, vous démissionnez de la fonction publique. Et pourquoi pas comme en Angleterre? Parce que je trouve excessif de demander à un fonctionnaire de quitter la fonction publique alors même qu'il peut ne pas être élu. Est-ce que ça paraît équilibré? En Angleterre, je vous le rappelle, c'est quand même un système électoral très différent d'une autre en plus. Donc je pense que le fait d'accomplir un mandat, et puis s'il souhaite retourner dans la fonction publique, il y retourne, il ne se représente pas. Mais s'il se représente, il doit démissionner. Ça rendrait les choses plus équitables. Puis vous avez encore et toujours le problème du statut de l'élu. Comment, quand vous êtes salarié, je crois qu'il y a 30 salariés
à l'Assemblée nationale. 30 salariés sur 577. Comment, quand vous êtes salarié, vous retrouvez du travail? Comment, quand vous êtes chef d'entreprise, vous conciliez? Vous ne vous souvenez pas de M. Briand, qui avait été nommé ministre et qui a abandonné immédiatement ses fonctions ministérielles quand il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il abandonne toutes les entreprises qu'il dirige? Et pourtant, on a peut-être besoin aussi d'avoir des chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale pour rappeler à ceux qui n'ont jamais créé ni une richesse, ni un emploi, dont je fais partie, comment ça marche et pourquoi il faut que les lois aillent dans ce sens-là. Le débat, il se nourrit de la richesse et de la diversité. Donc, en fait, c'est le conflit d'intérêts qui pose problème. Ce conflit d'intérêts, à partir du moment où vous faites la déclaration d'intérêt et où on considère de façon publique qu'il y a des exercices ou même des commissions ou même des débats où tel ou tel parlementaire ne peut pas participer. C'est un peu d'ailleurs... C'est ce qui se passe actuellement. C'est un peu d'ailleurs... C'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est un peu pour ça que nous avions, j'étais à l'époque membre du bureau de l'Assemblée nationale, nous avions créé le déontologue, Madame Lenoir aujourd'hui. Madame Lenoir dit qu'elle a conseillé à certains députés de ne pas participer à certains Eh bien, débats. ce conseil, il n'est pas obligé de le respecter, le parlementaire en question. Et donc, je suggère que Madame Lenoir puisse saisir le bureau de l'Assemblée nationale si le conseil n'est pas respecté et que le bureau rende public le conflit d'intérêts en question. Là, pour le compte, on n'est pas dans l'exhibition, on est dans le fait que quelqu'un va trop loin. Monsieur Lagarde, il y a chacun à sa pardon, mais vous avez, disent les gazettes, été condamné à 5 000 € d'amende pour attribution illégale de marché public et vous avez remboursé 50 000 € à peu près à la commune de Drancy pour votre association Oxygène. Alors, je n'ai pas remboursé 50 000 €, c'est l'association qui a remboursé 50 000 €, ce n'est pas mon association. C'est une association qui comporte à peu près 1000 membres, qui a des tas d'activités autour du Téléthon, de la fête de la ville, je passe et des meilleurs. Quant aux 5 000 € que j'ai payés, que j'ai acceptés... Donc c'était un plaidé coupable. Les services de la ville ont commandé, je crois, de mémoire pour 25 ou 27 000 €, là où ils avaient le droit de le faire pour 15 ou 20 000, de prestations et de manifestations sans passer un appel d'offres. Si j'en ignorais tout, j'étais quand même le responsable. Et vous êtes à nouveau convoqué pour cette affaire de marché public? Je ne sais pas encore parce que la spécificité, je ne sais pas ce qu'on me reproche, d'une part. Et la spécificité, c'est que alors que je ne suis pas convoqué, un journaliste bien renseigné, manifestement, par le pouvoir, manifestement, a publié cet article. Ça m'intéresse beaucoup parce que, d'abord, j'ai demandé à ce que, si c'était vrai, ça aille le plus vite possible et qu'on m'explique enfin ce qu'on viendrait à reprocher. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que personne ne m'a reproché d'avoir profité de quoi que ce soit à titre personnel. Et deuxième chose, que je ne suis pas naïf au point de ne pas voir que l'article en question, l'information transmise en question, la décision, dont j'ignore si elle a été prise, les 2 jours après, 48 heures exactement après, que je pose une question au gouvernement, par exemple sur la publicité de la lettre de M. Moscovici, et que j'ai été à l'initiative de la création de la commission d'enquête. Je ne suis pas dupe et j'attends avec sérénité qu'on me dise ce qu'on me reproche et de pouvoir avoir des juges indépendants, c'est mieux que les juges du pouvoir. Question de Laurent Boissieu. Question plus générale, qui ne parle pas de votre cas. Un élu condamné doit-il pouvoir se représenter et sinon, quel type de condamnation doit être concerné? Là encore, démagogie du président de la République quand il dit ça. Quelle est la question? La question, elle est l'honnêteté, la question, elle est l'enrichissement. Vous avez beaucoup d'élus. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui a été condamné il y a 10 ans parce que dans sa mairie, il y a eu sans doute une faute technique à peu près de même nature. Oui, absolument. Bon. Est-ce que ça fait de Jean-Marc Ayrault un malhonnête homme? Je ne le crois pas. Est-ce que ça doit l'empêcher aujourd'hui de gouverner la France? Je ne le crois pas. Par contre, on se souvient d'histoires anciennes avec des Jacques Médecin, des Nucci, Carrefour du développement. Des choses où, disons les choses clairement, celui qui avait en charge l'argent public allait piquer dans la caisse. Donc je crois que, et là je serais assez favorable à ouvrir la possibilité au juge, parce qu'il faut laisser le juge apprécier la situation, de l'inéligibilité à vie. Jamais d'automaticité. Mais de toute façon, le Conseil constitutionnel a déjà retoqué ça. C'est quand même extraordinaire que le président de la République vienne sur le perron de l'Élysée, enfin à l'Élysée, expliquer qu'il va proposer une loi dont il devrait savoir qu'elle est inconstitutionnelle par nature. Mais qu'on ouvre cette possibilité au juge. Parce que quand vous voyez des gens, ils sont peu nombreux, ils sont très choquants et très visibles, qui se sont enrichis, évidemment qu'ils ne devraient pas pouvoir ressolliciter le suffrage universel. Est-ce que Jean-Marc Ayrault, est-ce que des centaines d'élus qui se trouvent dans cette situation, qui ont été condamnés à des peines symboliques pour des fautes techniques, mais dont le juge estime qu'ils portent la responsabilité, même quand il n'en savait rien, je ne suis pas sûr que Jean-Marc Ayrault était au courant de ce qui se passait chez lui. Dans une ville comme Nantes, vous ne connaissez pas tous les marchés, de tous les détails, parce que vous en avez beaucoup trop. À ce moment-là, ça serait ridicule de les jeter en pâture définitivement à l'opinion publique. Fin de cette deuxième partie, nous nous retrouvons dans quelques instants.
Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy, en Seine-Saint-Denis, secrétaire général de l'UDI. Pour vous interroger cette semaine, monsieur Lagarde, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. 75% d'impopularité pour François Hollande. Il serait bien inspiré de réfléchir, je vous cite, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il faut dissoudre? Est-ce qu'il faut changer de gouvernement? Qu'est-ce qu'il peut faire? Écoutez, c'est lui qui est chef de l'État et qui s'est fait élire dans ces conditions. Le président de la République a promis de renégocier le traité européen. Qu'a-t-il renégocié? Pas une ligne, pas une virgule. Il promettait un budget européen de croissance. C'est la première fois qu'il est en récession, et en récession forte, y compris sur la politique agricole commune, dont il a prétendu de façon éhontée à la télévision qu'il l'avait sauvée. Le président de la République s'est fait élire contre la TVA sociale. Et qu'a-t-il inventé pour pouvoir financer un pseudo-pacte de compétitivité? La TVA la plus antisociale qui soit, 43% de hausse sur le taux intermédiaire, qui touche quoi? Les artisans, les commerçants, les restaurateurs, le bâtiment. C'est intelligent, la TVA sociale, elle avait au moins un intérêt. Elle faisait payer une partie de notre protection sociale parce qu'il est fabriqué à l'étranger. Là non, on surcharge des secteurs. Le président de la République vient à la télévision. Pour expliquer quoi? Pour expliquer que dès qu'il a été élu, il a baissé la TVA sur le logement? De qui se moque-t-il? La TVA était à 7, il l'a fait voter à 10 et il la ramène à 5. Tout ça en moins de 10 mois. Quelle cohérence! Le président de la République se fait élire en disant « Vous allez voir à PSA, vous allez voir à Florange, vous allez voir à Fralib où j'étais il y a 15 jours. » Mais à Fralib, ils aimeraient bien que M. Montebourg les reçoive ou revienne les voir. C'est fini les tréteaux pour les manifestations. Ils aimeraient que, comment dirais-je, les plans sociaux s'arrêtent et les usines rouvrent ou cessent de fermer. Pardon, le président de la République a été élu en expliquant que seuls les riches paieraient les impôts. Et ces 30 milliards qui se sont abattus à travers tous les instruments fiscaux, ça a mis la croissance en panne. Et même nous rentrons en récession, c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. Nous rentrons en récession cette année et nous n'aurons pas de croissance l'an prochain. Et le président de la République continue à faire semblant que rien ne se passe. Il a massacré le secteur des services à la personne. La construction s'effondre. Comment voulez-vous que les gens qui ont porté espoir dans ce président de la République puissent accepter à la fois qu'on leur mente de façon si hontée, qu'il fasse exactement le contraire de ce qu'il avait promis et le contraire de ce qu'il faudrait pour la France. Parce que le gourdin fiscal dont il assomme l'économie française est en train en même temps de faire rentrer moins d'argent dans les caisses. Alors oui, je pense qu'il ferait bien de réfléchir d'une part, et que dans l'état de tension dans lequel se trouve le pays, et de rejet et d'illégitimité dans lequel se trouve son pouvoir, dans l'esprit des Françaises et des Français, il serait bon qu'il réfléchisse à redonner la parole au peuple, sous une forme ou sous une autre, parce que quand vous n'avez pas cet exutoire-là, après la trahison dont les électeurs ont été victimes de sa part, quand vous n'avez pas cet exutoire-là, vous risquez des dérapages sérieux. Je les évoquais tout à l'heure. Laurent de Boissieu, La Croix. Redonner la parole au peuple sous une forme ou sous une autre, venez-vous le dire, concrètement, c'est-à-dire dissolution, référendum. Enfin, certes, c'est au président de la République de choisir, mais voilà, il y a un moment ou un autre. Il a deux instruments. Je pense qu'il devrait y réfléchir avant que nous ne sombrions dans des violences que je redoute. Mais référendum sur quoi? C'est son choix. Louis Dauphren. Laurent de Boissieu. Vous venez Vous savez, il a fait suffisamment de promesses dans sa campagne électorale pour avoir de quoi faire des référendums. Vous venez de dresser un réquisitoire contre la majorité. Et parlons un peu de l'opposition. Vous êtes à l'UDI. UDI, jeune parti qui a été lancé fin de l'année 2012, qui n'a pas encore tenu de congrès fondateur. Est-ce que vous seriez prêt, aujourd'hui, à exercer le pouvoir? Laurent de Boissieu. L'UDI a 6 mois d'existence. Nous sommes en train de travailler à la fois sur notre structuration et sur la préparation des élections municipales. S'il y avait des élections législatives anticipées, nous serions prêts évidemment à y faire face. Exercer le pouvoir, je le crois aussi, mais très franchement, je ne vois pas François Hollande dissoudre l'Assemblée nationale. Donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Notre objet est de préparer un projet politique qui puisse redonner de l'espoir. Vous voyez bien la montée des deux fronts, qui en réalité sont les deux faces d'une même pièce. Front de gauche, Front national. Qui sont les deux faces d'une même pièce. D'ailleurs, ils ont la même caractéristique. Plus ça va mal pour les gens, mieux ça va pour eux. Et nous, on cherche à permettre aux Français de trouver un projet qui permette que ça aille mieux pour nous tous. Alors évidemment, ça irait moins bien pour les extrêmes, mais si ça va mieux pour la France, c'est l'objectif et c'est pas plus mal.
Romain Mazneau pour RCF. Pour revenir sur le fond de la politique de Hollande que vous critiquiez, de François Hollande, qu'est-ce que vous pensez de ces remises en question un peu partout en France, au sein même du gouvernement, de la politique de rigueur, mais aussi en Europe? On voit que le prochain président du Conseil italien, Enrico Letta, dit que la rigueur ne suffit pas en Europe. Est-ce qu'il y a une politique alternative? Mais moi, je constate qu'il n'y a pas de politique de rigueur, monsieur. Le sérieux budgétaire, dit François Hollande. Oui, il peut journer avec les mots. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un gourdin fiscal et il pique dans la poche des Français. Des entreprises, marginalement. Des Français, beaucoup. Où est la rigueur? Dans la dépense publique? Le président de la République est venu, au mois de septembre, nous expliquer qu'il allait avoir un plan très juste. 10 milliards d'impôts sur les particuliers, c'est pas vrai, c'est 27 milliards sur les particuliers. 10 milliards d'impôts sur les entreprises, c'est pas vrai, c'est entre 4 et 6 milliards. Et puis 10 milliards d'économies, où sont les économies? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? J'ai souvent posé la question à M. Cahuzac quand il était ministre du Budget. En 2012, le budget de la France, c'est 370 milliards d'euros. En 2013, 371 milliards. Quand on dépense 1 milliard de plus, comment réalise-t-on 10 milliards d'économies? La France est la seule à ne pas faire d'économies. Alors, la seule recette de M. Hollande, ça a été de multiplier et d'alourdir les impôts pour tout le monde, pas pour les riches, comme il le disait. Vous croyez que les retraités qui commencent à cotiser, ceux à qui on dit qu'on ne garantira plus, en l'occurrence, le maintien du pouvoir d'achat? Moi, j'ai fait un test dans ma commune, justement. L'intérêt du cumul des mandats, c'est de voir la réalité des choses, pas seulement les appareils des partis. Dans ma commune, le nombre de personnes qui sont obligées d'avoir recours à l'aide alimentaire, le fait que les enfants les aident pour pouvoir, a augmenté de 50% en un an. C'est pas pour rien. J'étais surpris de signer autant de bons. J'ai demandé les chiffres. Voilà. Où faire des économies? Oh, vous avez beaucoup d'abord de niches sociales. Ce qu'on appelle la niche sociale, ce sont des exonérations de charges qui existent et qui ne sont pas forcément indispensables. Croyez-vous, par exemple, que les entreprises comme EDF ou la SNCF ont réellement besoin d'exonérations de charges sur les salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC? Vous avez de quoi faire dans ce domaine-là. Vous avez des réformes de l'administration à faire. Est-ce que, prenez la réforme territoriale qui est en cours, c'est absolument extravagant. Ils ont commencé à préparer une réforme territoriale en expliquant au départ qu'il y allait avoir, comment vous dire, qu'il y allait avoir une simplification. On allait alléger le millefeuille. Ah bah c'est bien, on en rajoute 2 échelons. Ils rajoutent 2 échelons. Donc en réalité, le millefeuille sera 1100 feuilles, si vous préférez. C'est la première chose. La réforme des rythmes scolaires. Pourrait-on m'expliquer pourquoi va-t-on dépenser plus d'argent et pour que les enfants restent aussi longtemps chaque jour à l'école et ne gagnent rien, plus une demi-journée? Quand je dis beaucoup d'argent, vous voulez que je vous prenne un exemple dans ma commune? Ça coûte 1,2 million et parce que je suis une commune très pauvre, on va me donner 400 000. Ça coûte 800 000 euros. 800 000 euros pour ne rien apporter aux enfants, voilà du gaspillage d'argent public. Et puis, quand on veut faire des économies, la première des choses, pour un État qui n'investit plus un centime dans l'économie française, parce qu'il n'y a plus d'investissement dans notre pays, seules les collectivités locales investissent. Pour un État qui n'a plus de dépenses quasiment que des dépenses d'intervention, c'est-à-dire des prestations sociales, la première des économies, c'est de ne pas recruter des fonctionnaires. Et quand ils se lancent dans le recrutement massif de fonctionnaires, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, l'autre partie, c'est générer des recettes supplémentaires. La meilleure des économies, c'est si on retrouvait du travail pour des gens. Et quand il fait le contrat de génération, qui n'a de contrat et de génération que le nom, au lieu de booster totalement l'apprentissage, ça serait efficace pour permettre à des jeunes de trouver du boulot, notamment dans les 500 000 emplois qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur parce que pas de gens formés. Mais il y a des dépenses sociales indues? Louis Dauphren. Pardon? Il y a des dépenses sociales indues, injustifiées? Il y a en tout cas des dépenses sociales. Il y a en tout cas des dépenses L'aide sociales. médicale d'État, par exemple? Non, je pense que celle-ci, en l'occurrence, est justifiée pour une raison simple, monsieur. C'est que ce n'est pas un acte seulement de générosité de la part de la France. Pour nos auditeurs, les téléspectateurs, expliquons, l'aide médicale d'État, en l'occurrence, c'est le fait qu'on paye les soins de gens qui sont, y compris en situation irrégulière. Mais si vous laissez ces gens en situation irrégulière, il y en a quelques dizaines de milliers en France, sans soins sanitaires, qu'est-ce qui va se passer? C'est des épidémies que vous développez sur notre territoire. Donc c'est aussi un acte de santé publique qu'on fait. Ce n'est pas de la générosité. Et c'est évidemment le plus... Mais France Terre d'Accueil, ça a un coût. On l'assume. Oui. C'est un coût. Oui, c'est un coût. C'est un coût. Et d'ailleurs, ça peut être limité parce que moi, je suis persuadé que nous devons revoir notre système migratoire, que nous devons le revoir dans un cadre européen. Il n'est pas possible que dans l'espace Schengen, on laisse rentrer quelqu'un par la Grèce ou par l'Espagne et qu'en réalité, celui-ci se déplace et s'installe où il veut. Il faut corriger ça. Donc ça doit effectivement être géré. Mais je ne l'aborde pas ça sous l'angle des... Vous n'y touchez pas. Vous touchez
à d'autres dépenses. Pardon ? Vous touchez à d'autres dépenses, pas celle-ci, je ne par touche exemple. pas à celles qui risquent de déclencher les épidémies en France, oui, c'est sûr. D'accord. C'est Non, sûr. mais est-ce qu'il y a d'autres Voilà, dépenses plus... Et bien sûr, je viens de vous dire que, et je viens de vous dire aussi qu'il y a d'autres recettes qui ne sont pas de l'impôt. Quand aujourd'hui, si aujourd'hui vous libériez de charges 1 ou 2 emplois par PME, en disant vous ne payez plus de charges, ça ne vous coûte pas si cher que ça, puisqu'aujourd'hui vous avez le chômeur à charge chez vous. Et vous avez des recettes fiscales. C'est aussi comme ça qu'on fait des économies. Merci Jean-Christophe Lagarde. Fin de cette émission. La semaine prochaine, nous recevrons un Vert, Pascal Durand, secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.